Bien, on va reprendre le cours de la journée avec une première intervention qui sera faite par Nathalie Grandjean, qui est chercheuse en philosophie à l'université de Namur en Belgique et qui a, avec des collaborateurs de son université, écrit un très bel article dans le numéro 7 de la revue La mort de l'éthique, point d'interrogation. Avec ce titre que vous trouvez aussi dans le programme, donc au cœur de la contrainte, quand l'éthique se fait bricolage, donc à propos d'un programme de recherche dont elle vous dira plus. Je vous laisse la parole. Merci. Mais merci beaucoup. Bon, je vais commencer comme il est de coutume par remercier de m'avoir invité. Merci à tous et à toutes d'être là et de m'écouter. Voilà, donc comme Paul Loup vient de le faire, moi je suis chercheuse en philosophie et en éthique à l'université de Namur, en Belgique, dans une toute petite université. Et je travaille dans ce centre de recherche qui s'appelle le CRITS depuis déjà une bonne dizaine d'années, dans lequel j'ai été amenée à travailler comme éthicienne, philosophe, en tout cas mandatée sur des questions d'éthique, dans toute une série de projets européens et régionaux. Donc, je ne vais pas vous parler de tous les projets, j'en mentionnerai quelques-uns à titre d'exemple. Mais voilà, donc c'est un peu mon exposé d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu un grand retour d'expérience aussi collective. Donc, je n'ai jamais été seule dans ces projets, à la fois parce que ce sont des projets d'abord très technologiques, donc qui sont pensés pour faire aboutir un artefact technologique. Donc je ne suis pas seule, il y a des ingénieurs, il y a des industriels. Et je ne suis pas seule à faire de l'éthique. On était souvent plusieurs à faire, à occuper ce mandat d'éthique. Des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des psychologues même. Dans notre équipe, on a eu un moment des psychologues et des juristes. Donc voilà, donc ça vous donne déjà un peu le cadre, si vous voulez, du centre de recherche. Et donc, comme inscription, si vous voulez, un peu académique, je suis dans une faculté d'informatique. Donc, par ailleurs, à côté de ces projets de recherche, je donne aussi des cours d'éthique et de philosophie aux étudiants en informatique, qui du coup, c'est très intéressant pour les étudiants parce que, voilà, ils voient aussi une pratique qui est ancrée, si vous voulez, dans la construction des artefacts et comment on fait de l'éthique en pleine construction d'artefacts. Voilà un peu qui je suis, si vous voulez, dans le cadre de cet exposé. Donc, l'objectif de cet exposé, il y en a 3. Donc, d'abord, partir de ce retour d'expérience qui commence, comme vous allez le voir, par une série de contraintes, de difficultés à faire de l'éthique de la manière dont on me l'a enseigné dans les départements de philo. Donc, voilà, j'arrive, jeune chercheuse, et on me dit, voilà, il faut faire de l'éthique. Et on se rend compte que sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr parce que j'ai l'impression que ça vous le savez déjà. Montrer aussi comment nous avons travaillé donc collectivement pour instaurer des nouvelles pratiques éthiques qui s'accordaient à ce double bind, donc ces doubles contraintes d'à la fois continuer à faire de l'éthique telle qu'on me l'avait enseigné, faire de la philosophie morale de l'éthique, et en même temps répondre d'une certaine manière à ce qui était attendu de nous par les partenaires. Donc ça va être un peu le cœur de mon exposé. Vraiment la double pince. Et montrer enfin que ce qui était des contraintes au départ, qui nous ont permis en fait d'instaurer de nouvelles pratiques, qui permettaient de respecter tous les partenaires autour de la table. Et ces contraintes qui nous donnent de nouvelles pratiques nous ouvrent aussi à une nouvelle vision de l'éthique, une nouvelle manière de repenser l'éthique, que nous avons appelée éthique de l'émergence. Voilà. Donc c'était un peu pompeux, éthique de l'émergence, mais j'aimerais bien vous montrer pourquoi on a utilisé le mot d'émergence. Alors juste deux petits mots comme ça sur le type de projet, pour que vous ayez un peu en tête le concret des projets. On a travaillé sur pas mal de projets de surveillance, des projets de surveillance multimodale, donc des projets liés à la biométrie, notamment par exemple le projet iPatch qui était un projet de piraterie maritime. Donc voilà, sur des grands cargos, vous avez toute une série de technologies de surveillance. Et donc, on arrive dans le projet en nous demandant, voilà, vous devez statuer sur l'éthicité, l'acceptabilité sociale et l'éthicité des technologies qui sont sur le bateau, parce que ce bateau se protège de pirates qui nous attaquent durant les trajets.
On a travaillé sur un projet qui se termine maintenant d'ailleurs, un projet de canne blanche intelligente, donc canne blanche pour les personnes malvoyantes et déficients visuels. Un projet de biométrie au service de l'e-learning, donc les universités essayant d'avoir de plus en plus d'étudiants font de l'e-learning, mais doivent pouvoir être sûrs que l'étudiant qui a été inscrit est bien celui qui va passer l'examen. Donc pour cela, technique biométrique à l'appui. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Donc on nous demande, vous devez nous dire un peu éthiquement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous avez toujours cette question de la permission. Pas mal de projets d'e-santé aussi. Notamment, par exemple, ça c'est des projets plutôt régionaux. Donc le projet SIMPAT, c'est un projet de pilulier électronique. Donc un pilulier électronique dans l'idée de faire ce qu'ils ont appelé la réconciliation médicamenteuse. Donc cette idée que des patients extrêmement vulnérables passent d'un médecin généraliste à un médecin spécialiste, à un hôpital, à une maison de retraite, etc. Et donc vous savez peut-être que souvent il y a des prescriptions peut-être qui se perdent ou des prescriptions qui sont parfois qui ne sont pas concordantes et donc il y a des problèmes de médication. Et donc l'idée de ce pilulier, c'était de pouvoir de réconcilier. Donc une idée intéressante. Les idées sont toujours intéressantes. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Et enfin, un autre projet qui s'appelle EMELS, qui est un projet régional donc de la région wallonne, donc la partie francophone de la Belgique. Cette idée qu'il y aurait une plateforme de santé où chaque personne ce serait comme un espace personnel de gestion de santé à la disposition de chaque utilisateur. Donc chaque utilisateur, si vous voulez, pourrait y délivrer, y inscrire ses données de santé, mais aussi les gens qui le soignent, etc. Donc une plateforme en ligne où il y aurait toutes les données de santé. Voilà, donc ça c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans tous les projets parce que sinon j'en ai pour toute l'après-midi. Le type de projet dans lequel on est. Alors, ce qui se passe, les projets sont toujours technocentrés, donc c'est d'abord des projets dont le premier objectif, c'est faire aboutir l'artefact. Donc, sont vraiment c'est ce qui est au cœur des projets. Donc, c'est pas des projets, je dirais, où au centre il y a de l'éthique, si vous voulez. Évidemment, les questions éthiques, elles arrivent et elles sont là, même dans l'inscription du projet, mais l'éthique est là, si vous voulez, dans la manière dont les projets sont écrits, en tout cas, pour soutenir le bon développement de ces artefacts technologiques. Donc il y a quelque chose de la garantie. Et d'ailleurs, il y a parfois cette confusion d'ailleurs chez les pouvoirs publics, ceux qui financent ces projets, une confusion entre l'éthique et l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire, ces projets, s'ils sont éthiques, ils seront acceptés socialement. Et donc c'est aussi il y a quelque chose, si vous voulez, d'une mise en garantie de l'éthique à travers ce genre de mandat. Voilà, donc ça c'est un peu les projets. Alors les mandats, le mandat dans lequel on est, donc on nous dit, voilà, vous avez, pendant 3 ans, vous allez travailler dans ce projet, et on vous demande donc de nous aider à statuer sur l'éthique, à rendre le projet acceptable socialement, etc. Donc faire en sorte, si vous voulez, que le projet tienne. Alors, évidemment, une vision extrêmement normative et assurantielle de l'éthique. Et dans des projets, surtout dans les premiers projets, maintenant, on voit quand même qu'il y a tout un travail justement de l'éthique qui fait que ceux qui nous appellent dans les projets ne nous disent plus exactement la même chose qu'il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on nous disait, voilà, venez nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et venez nous dire ce qui va minimiser les risques par rapport à l'éthique. Et donc tout en sachant qu'on a toujours un juriste, on travaille en binôme avec un juriste, et le juriste, lui, il est là aussi pour déterminer légalement, sur toutes les questions des données notamment, qu'est-ce qu'il est permis, pas permis. Donc il y a déjà une première confusion, si vous voulez, je ne sais pas s'il y a une confusion, en tout cas une espèce d'arrière-plan normatif et très assurantiel par rapport à l'éthique. Alors ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte que nous rencontrons dans ces projets, c'est une contrainte vraiment organisationnelle. C'est-à-dire que dans ces projets, donc on écrit souvent, on arrive souvent en général à la fin de l'écriture du projet. Le projet, il passe, si vous voulez, entre guillemets, chez les mandataires parce qu'il y a justement cette assurance de l'éthique. Et après, le projet commence, il dure en général plus ou moins 3 ans, 4 ans. Voilà, je dirais c'est un peu une moyenne. Et le projet, dans son écriture en amont, il est vraiment extrêmement codifié, modélisé à travers des écritures ce qu'ils appellent les work packages, donc des morceaux de travail, si vous voulez. Donc chaque équipe a dit, voilà, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, etc. Et donc quand le projet commence, il y a quelque chose de très contractualisé entre les partenaires et nous, qui nous disent, voilà, vous avez le work package éthique, en gros, et vous allez faire ça, ça et ça. Et donc on démarre dans le projet comme ça.
Alors symboliquement, ça pose déjà un certain nombre de questions. Donc déjà, quand on démarre dans ces projets, si vous voulez, on est déjà là, ok, comment on va faire? D'une part parce que symboliquement, donc, cette division du travail, elle tient à l'écart l'éthique. Alors, parce que l'éthique doit être transversale et intéresser tous les partenaires. C'est pas juste, j'ai écrit ma petite partie éthique et du coup, l'artefact, il va très bien se porter. Si vous voulez, il y a quelque chose même de l'ordre de l'imaginaire du vaccin. On va vacciner le projet contre tout ce qui pourrait lui arriver, il va rester éthique. Et en même temps, dans cette division symbolique et très concrète du travail, l'éthique est vue comme un savoir expert, alors qu'elle est avant tout, dans notre conception collective, une pratique délibérative autour des responsabilités sociales engagées dans le projet. Donc ça, c'est la deuxième contrainte. Troisième contrainte de ce projet, c'est le fait que le projet, c'est un projet. C'est-à-dire que la technologie n'existe pas encore. La mini-description que je vous ai fait des projets sont en général des projets qui visent, vous voulez, à mettre ensemble une série de briques technologiques qui existent déjà. Donc des labos sont spécialisés en reconnaissance faciale, un autre labo est spécialisé en body tracking, un autre labo est spécialisé en RFID, peu importe. Et donc tous ces gens décident de travailler ensemble avec une idée bien précise en tête. Et vous voulez, le projet sert à mettre en place cet horizon que va être cet artefact technologique qui est lui-même inscrit dans une espèce de récit qui fait exister l'artefact dans une sorte d'imagination d'anticipation. Et donc, ça, c'est vraiment la troisième contrainte, c'est que comment statuer éthiquement sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc là, c'est comme ça qu'on va travailler beaucoup sur les récits et l'anticipation. Ce sont des technologies qui n'existent pas, bien que, si vous voulez, en général, toutes les briques technologiques sont déjà là. Un exemple, comme ça, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un projet d'intelligence qui s'appelait de surveillance multimodale. Et donc, vous aviez toute une série de technologies de surveillance qui étaient supposées à un moment, au bout du compte, travailler ensemble. Donc, faire à la fois la reconnaissance faciale, faire à la fois la reconnaissance des corps, faire à la fois de l'eye tracking, etc. Toutes ces technologies existaient, mais indépendamment les unes des autres. Et en informatique, une des difficultés, c'est ce qu'on appelle l'intermodularité, c'est de connecter ensemble toutes ces briques. C'est ça en général. Et donc les projets de recherche technocentrés en informatique, ils se font souvent là-dessus, sur comment, si vous voulez, trouver les bons boulons pour que toutes les briques fonctionnent ensemble et arrivent à leur finalité. Donc le projet, il n'est pas encore là, l'artefact n'existe pas, il est en devenir, et donc c'est très compliqué, si vous voulez, même dans une vision de l'éthique qu'on ne partage pas, mais très normative, qui viendrait à statuer après, de faire a posteriori une espèce de jugement éthique, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas faire, puisqu'on est là au début avec les partenaires. Donc on est dans une temporalité difficile, dans des projets coincés entre une éthique des commencements et une éthique des fins, si vous voulez. Donc avec beaucoup d'intention, et en même temps aussi d'intention dans ce que recèle déjà toute la série des briques technologiques, et en même temps aussi toute la finalité qu'elle comporte. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois contraintes, si vous voulez, qui font que c'est pas évident pour nous, en plus d'avoir ces injonctions à nous produire, voilà, produisez-nous, donnez-nous, une satisfaction éthique. Vous voyez, donc il y a des registres comme ça qui ne sont pas du tout sur le même niveau. Alors face à ça, nous on a 3 piliers qui nous tiennent. Le premier pilier, c'est ce qu'on a été recherché chez Lévi-Strauss, c'est la figure du bricoleur. Donc, peut-être que vous voyez de quoi je parle quand je parle de Lévi-Strauss et de la figure du bricoleur. Très rapidement, Lévi-Strauss, il va opposer la figure du bricoleur à la figure de l'ingénieur. Dans l'ingénieur, voilà, il y a un script, tout va se comporter par rapport au script qu'il a déjà déterminé, et les choses vont aboutir si tout va bien, etc. La figure du bricoleur, peut-être vous bricolez parfois, évidemment, c'est pas du tout on bricole pas comme on fait un projet en tant qu'ingénieur. Le bricoleur, dit Lévi-Strauss, il doit s'arranger avec les moyens du bord. Et donc c'est vraiment dans cette figure-là qu'on s'inscrit quand on travaille là-dedans. Le bricoleur ne se situe pas au-delà du projet, c'est-à-dire dans une téléologie qui le vise à le rendre éthique ou acceptable. Il n'est pas non plus au-dessus du projet, c'est-à-dire qu'il viendrait comme ça avec un regard impartial d'un jugement éthique, etc. Mais plutôt il se situe en deçà du projet. Il travaille avec les pièces qui lui sont données, comme les technologies, les récits dans lesquels le projet est embarqué. Et ça va permettre aux bricoleurs, enfin nous en tant que bricoleurs, bricoleuses, de progressivement donner sens à ce que nous sommes en train de construire ensemble dans le projet et à l'ouvrir à la responsabilité de chacun.
Voilà, le premier pilier qui nous tient. Le deuxième, c'est un positionnement pragmatiste. Donc vraiment cette idée qui nous tient fort à cœur, c'est que la manière dont nous souhaitons faire de l'éthique, pratiquer l'éthique dans notre unité centre de recherche, c'est une vision pragmatiste, qui nous permet de déplacer l'attention du projet, non pas vers les valeurs intrinsèques dont la technologie serait porteuse. Ça, c'est une phase qu'on explore, mais qui ne nous suffit pas, parce qu'il suffirait juste alors de découvrir et d'exposer les valeurs. On pourrait s'en contenter, nous ne nous en contentons pas, mais nous voulons plutôt explorer et expérimenter ensemble les effets de l'assemblage technologie-société. Donc c'est vraiment une posture qui travaille sur les effets. Et donc cette approche pragmatiste, selon nous, elle repose sur un rapport d'effectuation où les valeurs sont immanentes et non pas transcendantes à l'agir. Voilà, ça c'est le deuxième pilier qui nous tient. Troisième pilier, c'est vraiment une vision des technologies aussi, je dirais très proche des textes d'Acrich, Madeleine Acrich, avec la technologie vue comme un script. Une vision des technologies comme des éléments actifs d'organisation, des relations des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre eux, avec leur environnement. Donc, pour Acrich et pour nous aussi, pour nous, les technologies organisent une certaine partition du monde physique et social. Elles attribuent des rôles à certains types d'acteurs, humains et non humains, en excluent d'autres, autorisent certains modes de relation entre ces différents acteurs, etc. etc. Donc c'est vraiment une partition humain, technologie, société, si vous voulez, qui permet de construire une culture. Et Acrich, elle va même jusqu'à dire une culture au sens anthropologique du terme. Et donc, dans cette mesure, les technologies deviennent des médiateurs obligés dans toutes les relations que nous entretenons au réel. Donc il y a vraiment, si vous voulez, pour nous les technologies, ce sont même des compagnons, peut-être au sens où Donna Haraway nomme le compagnonnage, c'est-à-dire, voilà, c'est évidemment des artefacts, mais en même temps, ils sont nos compagnons de route quand nous devons statuer sur l'éthique que nous sommes en train de faire, en train de pratiquer dans les projets. Alors, donc voilà, je vous ai décrit nos contraintes, ce à quoi on tient finalement dans ces projets. Et finalement, maintenant, j'en arrive à la question de comment on fait, nos pratiques éthiques. Alors là, je vais vous faire un récit qui est peut-être un peu tout beau, tout joli, mais en fait, c'est un récit qui vient un peu a posteriori, puisqu'on a essayé beaucoup de choses quand même dans notre équipe de recherche. Et en fonction, donc là, ne pensez pas que c'est arrivé tout de suite tout beau, avec des beaux questionnaires, tout ça. On a fait beaucoup d'essais-erreurs, etc. Mais on en est arrivé quand même à imaginer, à se mettre d'accord sur le fait que de première prise, ce qui nous permet vraiment de faire prise sur les contraintes et nous mettre dans des pratiques éthiques, c'est d'une part de travailler à partir des récits. Donc une des premières choses qu'on fait avec nos partenaires quand on travaille dans ces projets, c'est voir quelles sont les histoires, quels sont les récits, quelles sont les narrations qui sont en jeu dans la mise en scène des technologies. Donc en général, ces projets sont toujours écrits dans une certaine mise en scène. Il y a ce qu'on appelle des use cases qui décrivent. Voilà, donc typiquement, ce ne sont pas forcément des grands récits très complexes. Quand je dis un use case, c'est parfois simplement des gens sont dans un aéroport, ils prennent le tapis roulant, quelqu'un tombe et il y a, si vous voulez, tout d'un coup une espèce de cohue ou de masse de gens qui tombent les uns sur les autres, et donc il y a un problème. Donc ça, si vous voulez, c'est ça l'histoire. Donc les histoires ne sont pas forcément très complexes, mais en même temps, elles racontent quand même déjà quelque chose. Et donc là, la technologie peut agir parce qu'elle peut signaler qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur les escalators. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, on utilise le body tracking parce qu'on repère que ce sont toute une série de corps qui sont tombés les uns sur les autres. La caméra est intelligente, donc elle peut repérer qu'il y a un danger, etc. Et donc elle appelle le vigile qui vient débloquer la situation. Donc voilà, ce sont ce genre de récits. Un autre récit, c'est le récit du pilulier, par exemple, dont je vous ai déjà expliqué. Donc, des gens n'arrivent plus à bien prendre leurs médicaments, comment est-ce qu'on fait ? Donc ce sont des micro-récits, mais qui en même temps sont inscrits dans des grands récits. Et des grands récits où la technologie joue un rôle, justement, un rôle d'acteur, un rôle de compagnon, et souvent un rôle très angélique, bien sûr. Et donc une des premières choses qu'on fait, c'est de voir avec les partenaires, tiens, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte, ce point de vue angélique sur les technologies que vous nous montrez ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une version un peu noire ? Vous nous avez montré des bright scenarios, montrez-nous des dark scenarios. Montrez-nous quelque chose qui
qui fait qu'avec la même technologie, on pourrait arriver à une situation beaucoup plus difficile politiquement ou socialement. Typiquement, cet exemple que je vous donne sur les gens qui tombent à la fin d'un escalator, on pourrait imaginer ça dans un contexte sociopolitique autoritaire, où là on peut reconnaître des corps, reconnaître des visages, et reconnaître en fait toute une série de personnes. Et d'ailleurs, c'est ce que la Chine fait maintenant avec le social scoring. Donc, c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, vous voyez que... Et donc, une des premières choses qu'on fait, c'est de discuter avec les partenaires pour voir qu'est-ce qui est embarqué, quel est le récit, quelles sont les valeurs qui sont embarquées dans la technologie. Et on essaye de faire ça, voilà, très naïvement, si vous voulez, tout en sachant qu'effectivement, personne n'est naïf dans l'histoire. Personne n'est innocent par rapport aux postures qu'on prend. Autre exemple, voilà, dans cette idée du pilulier électronique, qui va encoder les prescriptions? Est-ce que ça va être les patients? Ça va être les infirmières, les médecins, etc. Qui? Alors, les patients, les médecins, les infirmières disent maintenant on n'a pas le temps, et ils n'ont objectivement pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Alors on dit ça va être les patients. Mais est-ce que les patients vont être capables de pouvoir le faire? Bon, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et donc voilà, on explore comme ça toute une série de narrations qui nous permet déjà de dégager des valeurs. Et ensuite, on fait varier le scénario sur une version très noire, effectivement. Ça, c'est vraiment quelque chose, ce qu'on a appelé notre petit laboratoire de délibération interne. Deuxième délibération, c'est on essaye d'ouvrir la scène du projet à ce qu'on a appelé la fabrication d'un public. Et là, on s'est appuyé sur Lippmann, Dewey, sur qui va faire le public, qui vont être le public pour ces nouvelles technologies. C'est-à-dire créer un petit parlement pour cette chose technologique, donc toujours en devenir, donc quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire aussi où il y a tout plein d'embranchements, tout plein de possibilités qui sont déjà là aussi pour penser autrement la technologie. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des focus group, on fait des enquêtes, donc c'est comme ça aussi qu'il est très, très, très chouette pour nous que dans notre équipe, il y ait des anthropologues, des sociologues, etc., qui sont des gens qui sont rodés à la fabrique de l'enquête sociale, qu'un philosophe est traditionnellement moins bien équipé pour tout ça. Et donc, par exemple, une des choses qui est ressortie de l'enquête sociale dans le projet du pilulier électronique, c'est qu'en fait, comme ce sont des données sensibles, ce sont des données médicales, il faut rentrer dans la plateforme avec sa carte d'identité qui est électronique. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. Et donc, il faut un petit boîtier qui permet de rentrer sa carte d'identité et de la connecter à la tablette. Et donc ça, on s'est rendu compte que c'était la principale difficulté pour ces patients très vulnérables. C'était en fait de rentrer dans le système même. Une fois que ils étaient dans le système, ils s'en sortaient très très bien, puisque les ingénieurs et informaticiens avaient très bien travaillé sur les questions d'utilisabilité. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, dans l'écriture d'un projet qui ne se manifeste pas forcément, mais qui arrive comme ça dans l'enquête sociale. Alors, ce que je vous dis là, c'est évidemment quelque chose qui est en détail, qui nous semble être un petit détail d'utilisabilité, mais en fait qui dit beaucoup de choses sur la responsabilité du coup que ces patients très vulnérables doivent porter. Et donc il y a des patients d'ailleurs qui disent mais nous on ne veut pas porter la responsabilité de cette mise en écriture justement de ces prescriptions médicamenteuses, donc ça on ne se sent pas capable de le faire. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit écouter aussi bien entendu et qui permet en termes de retour, en termes de discussion avec les partenaires, voilà, de réorienter parfois le projet. Voilà, donc un peu les premières prises, les récits. Deuxième prise, fabriquer un public. Troisième prise, en général, ce qu'on fait, parce que là, on essaye quand même de raccrocher ça, si vous voulez, à ce qu'est l'éthique, je dirais, dans les départements de philosophie, donc aux grandes valeurs, etc., donc au corpus philosophique. Donc on a toute une série d'outils, qui sont des outils, par exemple les outils de David Wright, qui a travaillé sur une série de questionnaires, et on essaye de voir avec les partenaires, tiens, est-ce que ça pourrait marcher, etc. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on fait dans les projets. Après, qu'est-ce qu'on fait nous quand on essaye de se dire qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'éthicien, en tant que philosophe, en tant que sociologue, donc première partie du double bind, deuxième partie, maintenant j'y arrive, du double bind, c'est qu'est-ce que ça veut dire bricoler l'éthique sur un terrain complexe. Et donc je dirais qu'il y a 4 tensions. Première tension, donc cette tension qui essaye inhérente à la question de comment c'est bricolage. Donc on tient beaucoup à cette idée de bricolage parce qu'on se rend bien compte qu'à chaque projet on doit rebricoler, si vous voulez.
Donc là, je vous ai présenté ce qui ressemble à une méthodologie. Alors, je ne devrais pas insister là-dessus, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je devrais plutôt dire nous avons une méthodologie très forte, etc. Mais notre méthodologie elle est très forte justement parce qu'on s'appuie sur la notion de bricolage. Mais donc, comment ces bricolages éthiques tiennent-ils face au corpus de la tradition éthique ? Et ça, c'est une deuxième partie de la difficulté. Première tension, c'est cette tension qu'on appelle le dilemme de l'engagement. C'est-à-dire qu'on fait partie du projet, on est payé au même titre que les autres, on est dans le projet, et en même temps, on prend partie dans le projet. Donc on est, si vous voulez, écartelé entre un mandat formulé comme un service à rendre et on est aussi écartelé avec cet objectif d'indépendance du chercheur. Et donc on s'est dit qu'on devait assumer, en plus de cette posture de bricoleur, une espèce de posture de l'impureté. Que ça, on ne pourra pas faire autrement. Une position un peu impure. Voilà, et donc on se dit, les bricoleurs, les bricoleuses, ils cherchent un langage, ils cherchent une pièce, un script, une cale, qui permet d'ouvrir un espace éthique de délibération entre partenaires, lequel contribue aussi ensuite au design de l'artefact technologique, mais également à son savoir. Donc c'est à la fois travailler sur l'artefact lui-même, mais aussi sur le savoir lui-même, sur ce qui va être, ce qu'on va pouvoir raconter sur cet artefact. Donc il y a quand même ce dilemme de l'engagement, permet quand même finalement à l'artefact de se construire autrement aussi, que dans une version extrêmement plate de ce qu'il pourrait être. Deuxième tension, nos pratiques éthiques sont hybrides et interdisciplinaires, avec aussi cette difficulté, une relation ambiguë entre l'éthique, la philosophie, avec le terrain, c'est-à-dire l'empirique. Donc traditionnellement, les philosophes ne font pas de terrain, ce sont les sociologues, les anthropologues, etc., les sciences sociales qui font du terrain. Et puis on se retrouve à faire du terrain en tant que philosophe. Comment on fait ? Est-ce que les philosophes, les éthiciens font du terrain ? Voilà, difficile. Et on se dit, non, le réel de l'éthique, ça n'est pas vraiment un terrain. Ce qui est peut-être le terrain, c'est le lien à construire pour nous entre le corpus normatif et le mandat d'intervention éthique. Donc ça, très intéressant à la fois pour nourrir nos pratiques, mais aussi pour renourrir ce qu'est une éthique, si vous voulez, une éthique appliquée. Donc le terrain, ce serait peut-être ça, ce lien à construire. Comment délimiter ce terrain ? Pour les sciences sociales, le projet pourrait aussi, dans une vision peut-être, ce qu'on appelle STS, Science and Technology Studies, donc vous voyez tous ces chercheurs qui se disent le projet peut être lui-même un terrain. On pourrait étudier les interactions des partenaires et voir ce que ça fait. Donc peut-être un peu la science telle qu'elle se fait, comme disait Latour dans ses premiers ouvrages. Ça, on pourrait le faire aussi, mais c'est pas ce qu'on nous demande de faire. Donc pour ce mandat, le terrain, comment on va le délimiter ? On va dire le terrain, finalement, ce sont les récits, les publics qu'on fabrique, les technologies en devenir, c'est-à-dire le cadre du projet et ce que les chercheurs construisent durant le projet. Ça, c'est ça qui fait terrain, si vous voulez. Alors en même temps, dire ça, c'est aussi montrer qu'il y a la matérialité de ce terrain, elle est très faible, puisque c'est des choses qui sont, extrêmement évanescentes, et parce qu'elles sont justement en devenir. Les technologies sont en devenir, et les récits, si vous voulez, sont à la fois une critique des récits qui sont déjà là, et les récits d'anticipation, ce sont justement de l'anticipation. Donc, matérialité faible, mais en même temps, cette matérialité faible nous permet de donner un rôle au terrain qui est de prendre soin et porter attention aux effets potentiels de ce terrain. Voilà, donc comment aussi cette troisième tension, si vous voulez, nous permet de redéfinir nos pratiques, mais aussi ce qu'on entend par éthique. Et donc c'est ça aussi à quoi on tient quand on parle d'éthique pragmatique, c'est justement ce soin et cette attention à ce qui se passe sur le terrain lui-même maintenant, même s'il y a quelque chose de très évanescent et de faible. Si vous voulez, cette matérialité faible nous permet justement de prendre soin de ce terrain. Alors, quatrième tension, c'est cette difficulté avec l'éthique appliquée. Donc, qu'est-ce que c'est l'éthique appliquée ? Ça aussi, on a beaucoup discuté de tout ça en équipe. Donc, est-ce que l'éthique appliquée, j'imagine qu'ici, vous en avez déjà beaucoup discuté, et c'est peut-être quelque chose qui est peut-être clair pour vous, mais pour nous, ça ne l'était pas du tout, en tout cas. Est-ce que l'éthique appliquée, ce serait des théories éthiques qui seraient comme des boîtes à outils pour résoudre des problèmes éthiques, tels que quand on travaille sur les dilemmes, on peut
on a un dilemme qui se dit comme ceci, on peut utiliser les outils de l'éthique déontologiste, de l'éthique conséquentialiste, voilà, et on peut... c'était difficile pour nous aussi, ça ne marchait pas trop bien, justement, pour toutes les raisons, toutes les contraintes que je vous ai mentionnées, c'est que justement, boîte à outils, ça ne fonctionnait pas. Hein. Et donc on s'est rendu compte justement que dans ce cadre-là, ce cadre très précis, le lien entre théorie et terrain n'était pas du tout un donné, hein, mais que ce lien devait être construit. Et que tout ce qu'on allait construire était justement ce qui allait faire terrain, si vous voulez. Et donc, du coup, c'était très compliqué de pouvoir, a posteriori, revenir avec des théories comme des boîtes à outils. Hein. Et donc, ces liens entre théorie et terrain sont à construire à travers différentes pratiques éthiques. Hein. Donc, c'est les récits, les délibérations, les compréhensions, centrées sur les effets. Et donc, c'est à partir du terrain que l'éthique se forme et se théorise, et non l'inverse. Voilà, et donc on a opéré, si vous voulez, une espèce de déplacement sur l'éthique appliquée. C'est l'éthique, finalement, qui théorise à partir des effets. Hein, et pas c'est quelque chose où une théorie viendrait essayer de comprendre ce qui se passe, si vous voulez, à partir d'une série d'outils. Voilà, donc voilà un peu comment on a essayé de formuler cette tension, si vous voulez. Et maintenant, dernière partie, je pense que j'arrive au bout. Vers une éthique de l'émergence, que je vous disais un peu, cette proposition. Et on s'est dit finalement, est-ce que toutes ces contraintes qui pesaient sur nous, dont on a longuement discuté, et pas qu'entre nous, je dirais, petit centre de recherche au fin fond de la Wallonie, mais aussi dans différents panels de chercheurs, etc., beaucoup d'autres collègues européens, hein, qui travaillent aussi comme nous sur des projets européens, mais donc des projets aussi technocentrés. On a fait pas mal de petits colloques, de petits séminaires. Et donc ça a été une suite de discussions. Et on s'est dit finalement, est-ce que toutes ces contraintes ne sont peut-être pas les contraintes et les tensions de ces mandats, ne serait peut-être pas la manière de reformuler des conditions de possibilité pour une autre éthique appliquée, que nous appellerions une enquête éthique, dans l'idée d'une enquête. Alors on s'est dit, mais oui, en fait, c'est une enquête, c'est une forme d'enquête, une enquête d'une part critique, en tout cas nous, comme ça qu'on le fait, donc d'une part critique, voilà, quand on déconstruit les récits, on en écrit d'autres, on essaye de se repositionner ensemble sur c'est quoi les technologies qu'on fabrique. C'est critique, c'est dévoiler les normativités à l'œuvre, qui sont mises à l'œuvre de manière invisible, et en même temps, si vous voulez, cet appel de la normativité qui fait qu'on doit répondre aussi à cette demande. Ça aussi, c'est très pragmatiste, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous quelque chose, et donc on va essayer de donner quelque chose sans forcément, si vous voulez, à la fois nous dédire, mais aussi donner quelque chose qui ne correspondrait pas à cette idée d'éthique auquel on tient. Donc on essaye aussi donc de statuer éthiquement sur les technologies en devenir. Donc c'est comme ça que voilà, c'est ce qu'on appelle une enquête complexe dans un terrain en devenir. Et alors, c'est comme ça que cette figure de Lévi-Strauss, si vous voulez, elle nous est apparue comme celle qui nous convenait, puisque le bricoleur de Lévi-Strauss, je vais un peu paraphraser Lévi-Strauss, il dit « Le bricoleur ne se dirige pas vers une fin ou une téléologie, mais travaille l'éthique comme une politique inventive, une politique de brèche, dans laquelle l'application ou la résolution des problèmes éthiques posés par le terrain n'est pas jugée bonne par un rapport de correspondance ou de compliance. C'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les projets. Donc soyez compliant, donc soyez adéquat, si vous voulez, adéquat par rapport à la régulation, par rapport aux valeurs, donc les droits fondamentaux, etc. Donc cette application, cette résolution de problème ne doit pas être jugée bonne par rapport à ça, mais jugée comme telle grâce aux effets constatés par la transformation du terrain. Donc c'est à l'aune de la transformation du terrain, donc ce terrain qui se redéfinit en devenir au moment, si vous voulez, où on a ces discussions, ces délibérations à la fois internes et externes, si vous voulez. C'est comme ça qu'à un moment on peut statuer, si vous voulez, éthiquement sur le terrain, normativement sur le terrain. Et donc là, je vais paraphraser quelqu'un d'autre, Schmid, qui dit l'enquête éthique permet de construire tout à la fois l'objet et le savoir sur cet objet, tout comme elle permet la création d'espaces intermédiaires entre les partenaires autour de la constitution d'un projet. Donc ce que Schmid appelle les espaces intermédiaires, c'est sans doute ce que nous on a essayé d'appeler terrain, cette espèce d'ouverture, une politique de brèche. Donc à un moment d'essayer d'épaissir, si vous voulez, le problème, et pas simplement rester sur quelque chose de très linéaire ou de très plat. Donc ce terrain et ces objets en devenir deviennent pour nous les nouvelles conditions de possibilité pour qu'une enquête éthique ait lieu. Une enquête située, une enquête
une enquête située, c'est-à-dire un processus de théorisation critique et normative qui se construit et qui se pense à partir d'objets et de situations très complexes. En tant que bricoleur, nous prenons appui sur les contraintes pour fabriquer un terrain avec lequel nous nous engageons à dialoguer. Le bricoleur parle avec son terrain, mais aussi grâce à son terrain. Donc il y a quelque chose même quasi un peu d'éthologique, si vous voulez, dans la manière dont on travaille. Donc il y a vraiment cette idée de capture réciproque. Capture réciproque, ça je reprends à Deleuze et Guattari, d'un agencement contingent qui permet que le terrain, comme les pratiques, soit traversé par une certaine épaisseur d'humanité. Et l'épaisseur d'humanité, ça c'est aussi ce que propose le bricoleur, si vous voulez. Donc il s'agit pour nous plutôt de politiser le corpus éthique, de manière à le déployer, à le rendre plus près des situations, des artefacts, des acteurs impliqués dans les projets. L'enquête, dès lors, permet de devenir appliquée sans être normalisée. C'est ce qu'on a appelé, un peu pompeusement peut-être, une éthique de l'émergence, c'est-à-dire qui essaie de travailler à partir de ce qui émerge du terrain. Et ce qui émerge du terrain, on essaye de le politiser. Et j'ai terminé. Voilà. Je vous remercie.